Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la quête du kiff ou de la liberté dont nous parle Domitil Kiger dans son interview précédente, de nos choix d'insécurité ou de sécurité dans notre vie. Qu'est-ce qui fait que on cherche l'insécurité ou la sécurité? À quoi ça peut nous servir? De la confiance nécessaire pour se relever quoi qu'il arrive. De la vertu du courage pour assumer nos choix ou nos décisions. J'ai bien parlé de la vertu du courage. Et puis un sujet qui me tient à cœur, la joie. La joie dans l'excellence. Et puis l'accomplissement d'accompagner les autres. Qu'est-ce que cela procure d'accompagner les autres? Et Domitil nous parle d'accomplissement. Et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ensemble sur ce sujet. Alors bien sûr, on va se servir de l'interview avec Domitil Kiger, en toile de fond bien sûr. Et nous aurons une histoire, un conte. Je finis toujours par ça. Ce sera le conte chaud des Choudoudous. Pour nous accompagner, je vous propose aussi 3 citations qui vont nous porter durant cette traversée. L'illumination crée la compréhension crée l'amour crée la patience, et la patience crée l'unité, nous disait Malcolm X. Je le répète, l'illumination crée la compréhension crée l'amour crée la patience crée l'unité. Beau programme. L'art est un effort pour créer à côté du monde réel, un monde plus humain, nous disait André Mauroy. Et ça fait écho pour moi à la discipline artistique que pratique Domitil. Et c'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage. C'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage. Alors qu'il s'agit de les aligner un à un, nous propose Marcel Jourdeau. Voilà les 3 citations. Beau programme. Commençons par la quête du kiff. Alors, c'est quoi un kiff? Un instant, une situation, une interaction, un événement, voire une perception ou une émotion qui provoque une sensation d'agrément, d'aise, d'amour, d'amusement, de bien-être, de bienfait, de chance, de création, de bonheur, et aussi de conscience ou de complicité, de charme, de contentement, de délectation, de gourmandise, de distraction, de sens, de connexion, d'euphorie, d'expression, de fantaisie, de félicité, de grâce, de gaieté, de joie, de jouissance, de récréation, de satisfaction ou de volupté pour lequel on éprouve de la gratitude. Waouh, c'est tout ça. Un sentiment dans lequel on va pouvoir vivre de la gratitude. C'était un extrait du livre 3 kiffs par jour de Florence Servan-Chabert. Alors, pourquoi parler de kiff? Pourquoi vouloir kiffer sa vie, comme on dit? Eh bien, en fait, la quête du kiff peut être une quête incessante, mais elle peut être aussi simplement prendre le temps de vivre des moments de gratitude. Quelle que soit la vie que vous avez, à quel moment je prends le temps de vivre ces moments qui me font vivre de la gratitude, que ce soit par la joie, par l'amour, que ce soit par des événements exceptionnels, que ce soit par sûrement un shot d'adrénaline comme on peut le vivre quand on saute en altitude, d'un avion, et bien, ou aussi tout simplement de la liberté qu'on peut vivre, qu'on peut développer. Mais le kiff est associé à la conscience, donc c'est pas parce que je suis libre, c'est la conscience d'être libre. Et ça apporte souvent en même temps de la joie. Donc je vous invite à prendre conscience à quel moment dans la journée vous pouvez vous remercier la vie, remercier ceux qui sont autour de vous,
pour valoriser ce que vous êtes en train de vivre. C'est ça, en fait, avoir des kiffs. C'est valoriser le moment que je suis en train de vivre et de se dire que je kiffe quelque chose. C'est prendre conscience que, voilà, ça c'est top et j'en ai envie davantage. Et le moment de gratitude, c'est une opportunité de se le rappeler. Le prochain sujet tourne autour de ces notions de sécurité et d'insécurité. On n'est pas égaux. Chacun d'entre nous, on ne vit pas la sécurité ou l'insécurité au même endroit. Certains ont besoin d'une sécurité financière importante, d'autres d'une sécurité affective, et ainsi de suite. À quel endroit je me mets un peu en danger? C'est ça que nous propose Domitil. C'est pas d'être en insécurité. Personne n'a envie de vivre en insécurité permanente. Ce serait une guerre extérieure ou intérieure. Donc un combat pour la survie. Donc il n'y a pas de sens à proposer de l'insécurité, même si pour moi la vie n'est pas une vie de sécurité. L'insécurité est ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire que nous ne recherchons pas de la sécurité, mais dans le sens de être plus à l'aise, plus confiant que quoi qu'il arrive, ça va aller. Et ça crée le sentiment de sécurité, même si il y a de l'insécurité autour. Mais si l'insécurité prédomine, bien sûr que c'est très difficile à vivre. Donc je ne suis pas en train de vous proposer d'augmenter le résilient qui est en vous. Je suis en train de vous dire à quel moment je me challenge pour sortir un peu d'un confort qui, au fait, me fait croire à la sécurité, mais qui n'est qu'un confort. Au fond, ce n'est pas très sécurisant de ne pas savoir bouger, de ne pas progresser, de ne pas m'améliorer. La sécurité, ça serait de savoir faire tout ça. De savoir s'améliorer, de savoir progresser, de savoir changer. Et donc c'est pour ça que l'insécurité est un moyen pour me le rappeler. Me mettre un peu en insécurité, et c'est pas non plus sortir de sa zone de confort d'une manière excessive, parce que pour moi la vie se charge de faire ça, la vie se charge de me mettre en zone d'inconfort, parce que j'ai pas prévu un deuil, parce que j'ai pas prévu une rupture, parce que j'ai pas prévu une maladie, une chute, une erreur, une faute, je sais pas. Tout ça, ce sont des moments dans lesquels je vais sortir de ma zone de confort. Et il va falloir que je réagisse ou que j'agisse à ce qui se joue. Et pour moi, c'est là où l'insécurité nous aide, c'est qu'elle nous aide à rester vigilants. Parce que dans l'insécurité, il y a de la peur. Vivre dans la peur permanente ne sert à rien. Mais se remettre de temps en temps, s'aiguillonner, nous permet de nous rechallenger, nous reposer des questions, changer de vie, oser se dire, un peu comme quand on déménage, en fait, on ne sait pas encore, on espère que ça sera mieux, mais on n'en sait rien encore, parce qu'on n'a pas encore vécu l'autre côté. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas toujours ce qu'on gagne. C'est un peu comme dans un nouveau job, dans une nouvelle aventure, peu importe que ce soit une aventure professionnelle, amoureuse, amicale. Voilà, on sait souvent ce qu'on quitte, et encore, pas toujours. Mais on ne sait pas très bien ce qu'on gagne ou ce qu'on va vivre autrement dans cette nouvelle aventure. Et pour moi, c'est juste ça, prendre le temps d'aller repartir à l'aventure. Sur le sujet d'après, elle nous propose cette histoire du cercle vertueux qui est proposée par la confiance. La confiance est prime sur les relations. Quand je n'ai pas confiance, mes relations se détériorent. Quand j'ai confiance, elles peuvent grandir, elles peuvent progresser, elles peuvent nous enrichir. Et donc la confiance est souvent une sorte de quête ultime que les entreprises, les familles, peu importe, les sociétés, les organisations essayent de mettre en œuvre. Et souvent d'une manière, c'est intangible, donc on ne sait pas très bien comment on obtient ça. Et en fait, dans la réalité, ce sont des actions que chacun fait ou ne fait pas, qui procure cette confiance. À quel moment on s'engage pour l'autre? À quel moment on s'engage pour défendre quelque chose? Et c'est ça qui donne confiance, qui nous donne confiance en nous. Donc pour moi, ça va avec le thème du courage. C'est que dans la confiance, il y a quelque chose qui fait que si on a confiance en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui tient malgré
les difficultés. Si vous tenez que quand c'est facile, la confiance est facile à accorder, mais elle va vite être reprise. Et donc, moi, je me suis aperçu que souvent, la confiance n'est pas comprise parce que la confiance est une résultante d'une expérience que j'ai vécue. La confiance ne se décrète pas, bien sûr, mais ce n'est pas seulement un concept, c'est une expérience vécue. Et tant que je n'ai pas vécu cette expérience, eh bien, la confiance ne peut pas naître. C'est de la vie en soi, c'est de l'énergie en soi que je ressens, c'est de l'estime de moi ou de la situation ou de l'autre, et qui va générer de la confiance en soi, portée par l'estime de soi ou l'amour de soi. Sinon, on va vivre, je dirais, un manque d'énergie, une perte d'estime de soi, des doutes, voire du désamour. Et ça, c'est ça qui crée les drames, en fait, le cercle vicieux. Alors que le cercle vertueux de la confiance amène du plaisir de vivre, du plaisir d'être, du plaisir d'entreprendre, de s'aventurer, de créer des projets, et peut-être aussi d'accepter d'être challengé ou de sortir de ma zone de confort. Donc je pense que c'est la clé dans beaucoup de situations. Comment augmenter ma confiance en moi? Eh bien, pas d'autre moyen que d'expérimenter de nouvelles choses, et peut-être simples. Moi, je parlais des quick wins, je ne sais plus dans quelle émission, mais en fait, c'est ça, c'est régulièrement sur un nouveau domaine, sur une nouvelle activité, j'essaye de rapidement gagner, progresser, réussir. Des petites choses qui me permettront de comprendre que je suis sur la bonne voie ou pas. Parce que si j'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, peut-être l'esprit de ces choses-là, la discipline associée, enfin je ne sais pas, des choses qui sont essentielles à comprendre cette nouvelle matière. Et donc, j'arrive pas à m'y conformer. Donc par exemple, moi je ne suis pas un fanat de l'administratif, et donc quand je dois travailler sur de l'administratif, je le sais le faire. Mais si j'ai pas compris le sens, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je dois essayer de mettre dans ces documents, eh bien ça peut me coûter beaucoup d'énergie, ça peut m'énerver, et j'ai l'impression à ce moment-là que tout ça ne sert à rien, et que ça n'a pas de sens. Donc il est nécessaire que je retrouve du sens, que je retrouve ce pourquoi je fais les choses, et après je vais comprendre que peut-être qu'il y a un vocabulaire associé, qu'il y a une démarche associée, qu'il y a un état d'esprit à avoir quand je remplis ce document, et ça m'aide à mieux vivre cette démarche administrative que je dois entreprendre. Alors à vous de voir quelles sont vos démarches du moment qui sont difficiles, à quel moment vous devez augmenter votre confiance en vous sur le sujet, à quel moment vous devez augmenter la confiance que vous avez avec quelqu'un d'autre pour lui déléguer, et en même temps suivre les progressions. Voilà, c'est ça le cercle vertueux de la confiance. Alors je voudrais parler maintenant de la vertu du courage. Pour en fait assumer ses choix, assumer ses décisions, mieux vivre avec soi en fait à terme. Donc qu'est-ce qui fait que on n'assume pas, qu'est-ce qui fait que nos décisions peuvent être difficiles? Souvent en fait on n'assume pas parce qu'en fait c'est difficile. Quand on a fait une erreur, quand on a fait une difficulté, bien sûr qu'assumer nos succès, c'est moins difficile. Et encore, on peut dévaloriser l'adversaire ou dévaloriser la situation au lieu de se valoriser, ou on peut se valoriser excessivement. Et donc pour moi, le choix d'assumer nos décisions, quelles qu'elles soient, y compris de dire que je me suis trompé, c'est d'assumer la précédente. Et c'est ça la posture du courage. Je me suis aperçu le nombre de fois où, en fait, ce que valorisent les gens, c'est peut-être moins ce que je dis, mais comment je le dis. Et si on voit que je fais preuve de courage quand je le dis, eh bien, ça sera valorisé. Alors que si ça m'est facile, eh bien, on aura tendance à moins valoriser, même si peut-être que j'ai fait quelque chose d'assez exceptionnel. Donc la valeur courage, je ne sais pas comment dire, maximise, augmente, sensibilise davantage à l'écoute de ce qui vient d'être dit ou de ce qui vient d'être fait. Pour moi, je me suis aperçu que souvent, quand on maîtrise les choses,
par rapport au contrôle, la maîtrise, justement, ça demande du courage. C'est-à-dire que ça demande de lâcher prise sur comment, c'est accepter que les choses vont se faire, pas toujours comment je voudrais qu'elles se fassent. Et c'est pas de l'inconscience, parce que de l'inconscience, ça serait juste de la témérité, de faire quelque chose qui serait dangereux en y allant sans justement avoir développé de la peur. Et c'est cette peur dont Domitil nous parle qui il va nous faire grandir. Ok, une fois de plus, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à agir malgré cette peur. Et donc, c'est la beauté du courage, c'est le fait de ressentir à l'intérieur de nous quelque chose qui nous donne la force d'agir. Et pour ma part, je me suis aperçu un nombre de fois incalculable que, en fait, la peur s'apprend et que la majorité d'entre nous, on ne sait pas. On ne sait pas apprendre la peur. On ne sait pas apprendre le courage. Parce qu'il faut accepter la peur, il faut accepter que je sois dans la peur, de vivre cette peur, de progresser avec et de me dire maintenant qu'est-ce que je fais. Et donc d'aller chercher dans mes tripes, donc c'est une énergie basse dans le ventre, dans lequel je vais relâcher les tensions de mon corps, développer, jusqu'à développer de la colère, hein, pour me donner du courage justement, une force supplémentaire, mais pour assumer ce que je vis, pour assumer les décisions que j'ai prises, pour assumer ce qui m'arrive. Sinon, je ne vais pas prendre de décision, je vais me laisser faire. Et en fait, dans la réalité, ça va être difficile pour moi, ça va être difficile pour les autres. Et c'est pour ça que pour moi, la peur et l'insécurité font partie de la vie. Et c'est pour ça qu'il existe le courage et l'intelligence situationnelle. Notamment pour nous permettre de grandir ou d'exprimer le meilleur de nous. En l'occurrence, le meilleur de vous aujourd'hui. Alors, le prochain thème, c'est de la joie dans l'excellence. Le groupe dont lequel fait partie Domitil s'appelle Joy Rider. Et donc, c'est pour nous rappeler que si on veut accomplir souvent de grandes choses dans notre vie, ou des performances, ou en tout cas être excellent dans un domaine, eh bien, un des fondamentaux, un des essentiels, c'est la joie. C'est un composant essentiel à la réussite de cela, peu importe ce qu'on appelle réussir sa vie, réussir quelque chose. Eh bien, pour moi, c'est quand la joie est présente. Si la joie n'est pas présente, il pourra y avoir de la performance, il pourrait y avoir peut-être de l'excellence, mais il n'y aura pas de continuité dans l'excellence. Il n'y aura pas de continuité dans la performance, il n'y aura pas de continuité dans la réussite, parce qu'en fait, j'ai pas de piment, j'ai pas c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, la joie, il n'y a pas d'expansion intérieure, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution. C'est tout ce que la joie permet. La joie, c'est qu'elle soit sereine, hein, d'accord. La joie, ça peut commencer à la sérénité jusqu'à l'extase. Et donc, on va dire qu'il y a 7 grands niveaux, mais il y a 17 petits niveaux, 17 barreaux d'échelle, on va dire, mais il y a 7 grands paliers. Et dans ces paliers, eh bien, c'est ces paliers qui nous permettent de prendre conscience qu'entre, je sais pas, le contentement et l'enthousiasme, eh bien, c'est pas la même chose, et on vit pas la même chose, et il ne passera pas la même chose pour les autres. Le contentement, c'est plus pour soi. L'enthousiasme, c'est pour contaminer, pour que les autres nous rejoignent. Et donc, si on veut développer, je sais pas, que les autres aient envie de participer à mes projets ou participent à mes idées, ou que je participe à ceux des autres, eh bien, en fait, l'enthousiasme va être nécessaire. Si je veux simplement, comme tout à l'heure je disais, kiffer, eh bien, peut-être que le contentement peut être suffisant. C'est quand on fait ah, ça c'est bon, ça, ouais, j'aime bien. Et donc, ce son qu'on peut faire, mais qui n'est pas lié qu'à de la nourriture, mais qui peut être aussi exprimé quand on mange quelque chose d'agréable, et qu'on on le valorise à ce moment-là, on vit un contentement intérieur. Ce qui est commun à toutes les joies, c'est que ça se propage en nous, hein, quand on rit, quand on sourit. Je dirais, le sourire amène un autre sourire, le rire amène du rire. Eh bien, même s'il y a des gens qui vont vous dire calme ta joie, moi j'aurais tendance à dire voilà, osez rire,
osez sourire davantage et augmenter votre joie parce qu'elle va vous aider dans l'excellence. Si vous avez une quête de l'excellence, je ne dirais pas une quête de la perfection, parce que ça me paraît absurde, voire inutile. Je pense que la- l'éloge de l'imperfection est beaucoup plus intéressant. Ou comme disait Marc Vella, l'éloge de la fausse note, qui nous permet d'entendre les notes justes ensuite. Donc prendre conscience qu'il n'y a pas que des bonnes... la vie, c'est pas un ensemble de bonnes décisions, c'est un ensemble de décisions prises, mauvaises ou bonnes, de décisions non prises, mauvaises ou bonnes, qui nous amènent à vivre ce qu'on vit. Et c'est ça qui peut nous amener à la joie. Et c'est ça qui peut nous amener à l'excellence si on a envie, parce qu'on va pouvoir davantage exercer son talent, ses aptitudes, ses capacités, augmenter sa confiance. C'est tout ça que permet la joie. Donc oui, je vous incite à augmenter votre joie, à prendre conscience de ce qui vous met en joie, parce que ce qui vous met en joie, c'est aussi ce qui vous met sur votre chemin de vie, ce qui est essentiel pour vous, ce qui compte pour vous. Comme si on vous avait distribué un jeu de cartes et que, sans que ça soit déterministe, eh bien, il y a l'usage que je fais de ces cartes en particulier. Les cartes sont là, ma vie est là, tout n'est pas déterminé, bien sûr, il va y avoir des rencontres, il va y avoir plein de choses, mais je suis né dans une famille, dans une culture, il y a plein de choses qui vont être apportées par ça. Après, bien sûr que je peux bouger, beaucoup de cadres, beaucoup de limites, pour me reconstruire, me redéfinir, exister autrement. Mais si je le fais dans la joie, ça sera toujours plus puissant. Voilà, je vous invite fortement à tester la joie si vous cherchez à progresser, à vous enrichir humainement. Et dans votre quête de l'excellence, ça sera toujours plus puissant si vous mettez de la joie avec vous, seul ou a fortiori accompagné. Alors le prochain sujet, ou le dernier sujet, c'était de l'accomplissement d'accompagner les autres. Et bien justement, si on les accompagne dans la joie, c'est toujours plus simple. Et pour moi, l'accomplissement, c'est donc un haut degré ou un haut niveau de besoin relationnel, de besoin personnel, qui est le fait de vivre quelque chose qui me fait dire que voilà, je suis fait pour faire ça, ou c'est ce que j'avais envie de vivre, je me destinais à vivre dans cette vie-ci. Et une fois que j'assume ça, eh bien ça me permet de me relâcher et d'accomplir encore d'autres choses. Et l'accompagnement des autres, pour moi, c'est comme la transmission. C'est faire grandir les autres, il n'y a pas plus grand. Quand on est un leader de quelque chose, eh ben, créer d'autres leaders dans cette discipline ou dans ce que je vis, c'est l'essentiel. Et donc transmettre votre sagesse, transmettre votre savoir. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas transmettre à des gens qui ne veulent pas apprendre. Donc il faut trouver ou repérer ou donner envie à des gens qui n'ont peut-être pas encore envie d'apprendre. Mais voilà, ça ne sert à rien d'argumenter, de donner beaucoup d'informations quand les gens ne veulent pas apprendre. C'est comme donner du feedback à des gens qui ne veulent pas l'écouter. Certains me disent que c'est gâché. En fait, pire que ça, c'est parce qu'en fait, ça pourrait être mal interprété, mal compris. Parce qu'en fait, il n'est pas souhaité et c'est pas le bon moment. Et donc, accompagner les autres, c'est pareil. Il y a des moments où ils n'ont pas envie d'être accompagnés. Il y a des moments, quand on est dans nos deuils, on n'a pas toujours envie d'être accompagné. On a peut-être besoin de solitude. D'autres ont besoin d'être accompagnés, au contraire. Donc, chacun de nous doit trouver son mode de fonctionnement et ensuite trouver ses accompagnants. Qui sont vos accompagnants? Qui sont vos référents? Qui sont les gens qui vous accompagnent de près ou de loin? Ça peut être votre compagne, votre compagnon, mais ça peut être aussi des gens que vous croisez dans la vie qui vont vous accompagner que quelques instants, ou bien des gens qui vont vous accompagner plus longtemps. Ça peut être, je ne sais pas, vous faites le chemin de Compostelle et puis vous allez cheminer avec d'autres vont vous accompagner. Ça peut être votre foi, ça peut être la foi que vous avez dans la vie, dans autre chose encore. Alors, tout ça, ça vous accompagne. Et donc, je vous propose de prendre conscience de l'accomplissement que nous avons, chacun de nous, quand nous acceptons d'accompagner les autres ou d'être accompagnés par les autres. Alors, avant de finir, je voudrais bien sûr vous conter un conte, le conte Chaud des Chauds Doudous. Alors, il s'agit d'un conte merveilleusement bien écrit par
Claude Steiner. Je vous le résume ici. À une époque donnée, dans un endroit, tout ce qu'il y a de plus normal, existait une denrée particulière. Ça s'appelait les chauds-doudous. Ils étaient la possession des parents qui les gardaient dans des sacs. Quand ils plongeaient la main dedans, ils sortaient les chauds-doudous petits. Et quand ils les laissaient sortir, ils grandissaient, se collaient à vous faisaient comme un câlin et vous faisaient ressentir de la chaleur. C'était doux et c'est pour ça qu'on les appelait les chauds-doudous. À l'époque, il y en avait autant qu'on voulait. Donc les parents donnaient à leurs enfants, mais aussi aux enfants des autres. Et tout le monde avait l'air heureux dans cette contrée à partager des chauds-doudous qui semblaient être infinis. Tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, sauf une personne, la sorcière Belzéfa. Belzéfa avait décidé que ce n'était pas une bonne affaire. Depuis qu'il y avait les chauds-doudous, plus personne ne venait lui acheter ses élixirs, ses filtres, ses potions magiques. Alors, comme toute une bonne sorcière maléfique, elle décida d'un plan qui s'avéra machiavélique, diabolique pourrait-on même dire. Un jour, elle alla trouver un de ses enfants qui regardait sa mère distribuer des chauds-doudous à d'autres enfants et elle lui souffla dans l'oreille « Crois-tu qu'il y en aura assez si elle distribue tous les chauds-doudous à tous ses enfants ? Hein ? Penses-tu qu'il va en rester pour toi ?» À ce moment-là, l'enfant se retourna et lui répondit « Mais oui, bien sûr, il en reste toujours des chauds-doudous. »« Ah, tu es sûr ? Moi pas, lui dit-elle et elle s'enfuit. L'enfant évidemment pensa à ces phrases et commença à douter. Il n'en dit rien à sa mère, mais les jours suivants, il commença à vérifier qu'elle n'en donne pas trop. Il commença à compter, puis il se demanda s'il n'y avait pas un moyen pour s'assurer que lui, il ait sa part. Alors il vint à en chercher plus souvent que d'habitude. Peut-être que cela lui faisait moins d'effet déjà, je ne sais pas, mais il avait la sensation qu'il allait en manquer. Il en fit part à sa sœur, qui en fit elle-même part à ses copines. Maintenant, les parents commençaient à être surveillés par d'autres parents. Certains enfants avaient exprimé leurs soupçons, leurs inquiétudes, leur jalousie, bien sûr, auprès de leurs parents. Et petit à petit, l'ensemble de la contrée se mit à être plus suspicieuse. Est-ce qu'il en restait vraiment autant que ça ? Est-ce qu'on pourrait indéfiniment partager les chauds-doudous sans craindre la pénurie ? Jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème, mais en sait-on jamais ? Et de semaine en semaine, l'idée nouvelle qu'il pourrait manquer des chauds-doudous se répandit, à tel point que les gens n'en donnaient plus. Ils en donnaient à peine à leurs enfants. Ils n'osaient pas compter de peur de savoir quand arriverait la fin. Et avec le temps, les gens n'échangeaient plus de chauds-doudous, donc ils n'étaient plus heureux. Il n'y avait plus de gaieté, les gens se ratatinaient et certains même mouraient. En réalité, même pour Belzéfa, ça n'était pas une bonne idée, parce que si les gens mouraient, ils n'achetaient donc plus ces élixirs. Alors elle inventa un autre stratagème complémentaire. Elle inventa ce qu'elle appela les froids piquants. Les froids piquants. Elle distribua aux enfants des sacs à peu près similaires remplis de froids piquants. Bon d'accord, ça n'était pas des chauds-doudous, mais les froids piquants c'était quelque chose. Finalement, on ne manquait pas de tout. Et petit à petit, on distribua indéfiniment les froids piquants parce que cela, d'après Belzéfa, était en quantité illimitée. On n'avait jamais vu de pénurie de froids piquants. Mais les froids piquants rendaient les gens hargneux, acariâtres. Certains mouraient. Ils mouraient de hargne, même si globalement la majorité avec ce froid et cette hargne restaient vivants plus longtemps. Mais quand même, ce n'était pas tout à fait la bonne idée. Alors Belzéfa alla un peu plus loin. Elle créa quelque chose qui ressemblait à des chauds-doudous, avec la même apparence, mais c'était des froids piquants. Des froids piquants habillés en chauds-doudous, autrement dit. Petit à petit, les gens retrouvèrent un peu de gaieté et de joie parce qu'il y avait de nouveau des chauds-doudous, mais quand ils les goûtaient, mince, ils ne ressemblaient pas du tout aux chauds-doudous. La sensation était celle du froid piquant, donc il y avait encore plus de déception. Où va nous mener cette histoire ? Un jour, heureusement, une villageoise d'un autre endroit de la contrée arriva dans le village principal. Elle n'avait jamais entendu dire que les chauds-doudous étaient en pénurie et elle avait continué à donner ses chauds-doudous. Elle avait continué à être en amour, en générosité avec tous ceux qu'elle rencontrait. Elle proposa un chauds-doudou au premier enfant qu'elle croisa. L'enfant était tellement content, même s'il hésitait en se demandant si ce n'était pas un froid piquant déguisé, il le prit et il retrouva cette sensation chaude et douce. Il le fit savoir à ses amis, qui le firent savoir à leurs amis, et de jour en jour, très rapidement, tout le monde vint voir cette femme qui distribuait des chauds-doudous à ceux qui en voulaient. Les enfants aimaient beaucoup cette dame parce qu'ils sentaient qu'on pouvait être bien avec elle.
Eux aussi commençaient à distribuer de plus en plus de chaudoudous autour d'eux à tous ceux qui en avaient envie, mais les adultes étaient encore inquiets. Ils décidèrent de faire passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller tous les chaudoudous. Enfin quoi, on allait en manquer. Malgré cette loi, les enfants continuaient à distribuer des chaudoudous à chaque fois qu'ils en avaient envie ou qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que les adultes, beaucoup d'enfants distribuaient des chaudoudous à qui on voulait. Alors, qui allait gagner, les enfants, les adultes ou Belzéfa? On ne sait pas encore le dire. Moi, je vous propose de vous souvenir des jours heureux. Voilà, quand vous étiez enfant, au moment où potentiellement les chaudoudous existaient en abondance pour vous. Parce qu'on les donnait sans compter. L'amour se donne sans compter, non? Et si vous comptez, c'est que c'est un échange et non un don. Quand vous étiez enfant, peut-être avez-vous manqué d'amour, peut-être avez-vous manqué de beaucoup de choses. Ce conte des chaudoudous parle de l'amour qu'on se distribue. Je vous propose aujourd'hui de vous laisser entrevoir, penser, rêver que vous pourriez ne plus jamais manquer d'amour. Et si vous étiez capable de distribuer autant d'amour que cela, que se passerait-il? Et si vous en avez reçu beaucoup, vous devriez être capable d'en donner. Et si vous n'en avez pas reçu suffisamment, peut-être devriez-vous être capable d'en demander. À bon entendeur, salut! Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.